Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre chaîne Apprendre à programmer. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un cours de programmation très intéressant qui est le langage C++. Tout d'abord, je tiens à remercier notre encadrant, M. Mohamed Zanan, qui nous a donné l'opportunité pour vous présenter cet excellent cours. Passons d'abord à notre plan de cours. Alors, premièrement, on va définir le langage C++. Deuxièmement, on va entamer l'histoire de création du langage C++. Troisièmement, on a la différence et la relation entre le C et le C++. Quatrièmement, on a les avantages, les inconvénients et les domaines d'utilisation du C++. Cinquièmement, on va traiter des instructions de base du langage C++. Sixièmement, on va faire des exercices pour pratiquer le C++. Passons d'abord à notre définition. Le langage C++ est un des langages les plus célèbres au monde, très utilisé, notamment dans le secteur des jeux vidéo, qui apprécie ses performances et ses possibilités. Le C++ est désormais incontournable pour les développeurs. Le C++ est le descendant du langage C. Ces deux langages, bien que semblables au premier abord, sont néanmoins différents. Le C++ propose de nouvelles fonctionnalités qui permettent de programmer avec une approche différente. Le C++ permet aussi la programmation orientée objet et permet de mélanger entre cette dernière et la programmation procédurale. Passons maintenant à voir l'explication sur l'origine de son nom. C vient du langage de programmation C datant de 1970. Le suffixe ++ correspond à l'opérateur permettant d'incrémenter une valeur en C, c'est-à-dire augmenter la valeur par 1. Et cela signifiait donc que C++ se positionnait comme une version améliorée et plus performante que le langage C. Et quand vous voyez langage C++ supérieur au langage C, c'est-à-dire le langage C++ est au-dessus au langage C. C'est-à-dire on a des améliorations au niveau du langage C++ par rapport au langage C. Passons maintenant à voir l'histoire de création du C++. L'histoire du C++, comme la plupart l'ont déjà remarqué, est très liée à l'histoire du C. C lui-même est historiquement lié au système Unix, un nom familier mais encore très exotique. L'idée de créer un nouveau langage vient de l'expérience en programmation du créateur du langage C++, Stroustrup, pour sa thèse de doctorat. Se rappelant sa thèse, Stroustrup commença à améliorer le langage C avec des fonctionnalités similaires à celles de Simula. Dès le départ, le langage ajoutait à C la notion de classe dérivée, de vérification des types renforcés. En 1983, le nom du langage passa de C avec classe à celui de C++. La première édition à la bibliothèque standard de C++, c'était en 1985, concernait les flux d'entrée et sortie, qui apportait les fonctionnalités nécessaires au remplacement des fonctions C traditionnelles telles que printf et scanf. En 1985 aussi, Stroustrup a publié la première édition de The C++ Programming Language. Passons maintenant à la différence et la relation entre C et C++. En ce qui concerne la différence entre le langage C et le langage C++, on peut dire que le langage C ne prend pas en charge le polymorphisme, l'encapsulation et l'héritage, ce qui signifie que C ne prend pas en charge la programmation orientée objet. Par contre, le C++ prend en charge le polymorphisme, l'encapsulation et l'héritage, car il s'agit d'un langage de programmation orienté objet. Pour le développement de code, C prend en charge la programmation procédurale. C++ est connu sous le nom de langage hybride, car il prend en charge à la fois le paradigme de programmation procédurale et orienté objet. C ne prend pas en charge le masquage d'informations, les données sont masquées par l'encapsulation dans C++ pour garantir que les structures de données et les opérateurs sont utilisés comme prévu. La surcharge de fonctions et d'opérateurs n'est pas prise en charge en C. La surcharge de fonctions et d'opérateurs est prise en charge en C++.
Les fonctions en C ne sont pas définies à l'intérieur des structures. Par contre, dans C++, les fonctions peuvent être utilisées à l'intérieur des structures. Les fichiers d'entête utilisés par C est stdio.h. Par contre, les fichiers d'entête utilisés par C++ est iostream.h. C fournit les fonctions malloc et calloc pour l'allocation dynamique de mémoire et free pour la désallocation de mémoire. Par contre, le C++ fournit un nouvel opérateur par l'allocation de mémoire et un opérateur de suppression pour la désallocation de mémoire. Passons maintenant aux avantages, inconvénients et au domaine d'utilisation de C++. L'incroyable rapidité du C++ est l'une des principales raisons de sa popularité actuelle. Le C++ est couramment utilisé dans les applications à faible latence car sa compilation et son exécution sont nettement plus rapides que celles des autres langages de programmation polyvalents. En ce qui concerne les avantages de C++, on a les performances. Le C++ est l'un des langages les plus rapides et les plus prévisibles du marché. Il n'est concurrencé que par d'autres langages de programmation de bon niveau. Deuxièmement, il est plus proche du hardware. Contrairement à des langages comme Python et JavaScript, le C++ est beaucoup plus proche du hardware. Par conséquent, il est possible de l'utiliser facilement pour les systèmes embarqués qui ont de petites sources CPU. Troisièmement, large écosystème. Le C++ dispose d'une tonne de développeurs qui l'utilisent, l'améliorent et écrivent des bibliothèques open source. Passons aux inconvénients de C++. On a le premier inconvénient, mémoire peu sûre. Étant donné que le C++ offre une gestion manuelle de la mémoire, il est également dangereux pour la mémoire. Deuxièmement, les grands projets peuvent être très complexes. Le C++ étant plus proche du C que des langages de haut niveau, le code est plutôt détaillé. Par conséquent, il peut être difficile pour les développeurs de s'orienter dans de grands projets. Troisièmement, les temps de développement plus lents. Il est raisonnablement plus rapide d'utiliser des langages de haut niveau comme Java et Python pour créer des applications. Par conséquent, si les performances ne sont pas extrêmement importantes, il est plus logique de développer dans un langage de haut niveau. Le C++ est utilisé dans de nombreux domaines, notamment le gaming. Le développement de jeux a été un domaine d'application majeur du C++. Il permet la programmation procédurale pour les opérations intensives du CPU, ce qui le rend assez rapide et il offre un meilleur contrôle sur le matériel. De nombreux moteurs de jeu sont écrits en C++. Deuxièmement, le C++ est utilisé dans les systèmes embarqués. Le C++ est largement présent dans les systèmes embarqués et il existe une demande massive d'ingénieurs en systèmes embarqués compétents en C++. Troisièmement, il est utilisé en enseignement et recherche. Le langage de programmation C++ est également largement utilisé pour l'enseignement. Il constitue une excellente option pour l'enseignement de concepts de base ou avancés. Passons maintenant aux 5 instructions de base de C++. Il y a 5 instructions de base en C++, écriture et lecture, déclaration, affectation, structure conditionnelle, structure répétitive. En ce qui concerne l'écriture et la lecture, on utilise cout pour afficher un message, c'est comme printf dans C, et cin pour lire et récupérer la valeur d'une variable, c'est comme scanf dans C. Le plus grand avantage de cette instruction qui est cin est sa simplicité. On a ici un exemple de lecture et écriture dans C et dans C++. La déclaration en C++ est comme en C. Les entiers sont déclarés int, les caractères char, les chaînes de caractères string et les flottants qui sont les réels floats. Dans l'affectation, on utilise l'opérateur égal. On met la variable à gauche et sa valeur à droite. Ici, on déclare x et y de type int. X, on l'affecte la valeur 10. Y, on l'affecte la valeur 12. X, on l'affecte la valeur de x plus 1. Alors la nouvelle valeur de x va devenir 11. Et y, on l'affecte la valeur de x, c'est-à-dire y, sa valeur va devenir 11. Et ici, on a un petit tableau qui représente chaque opérateur avec son équivalent. Le plus équivaut à h égale h plus 1. Le moins h égale h moins 1. Le plus égale prix total plus prix. Le moins égale prix total moins 100. Slash égale prix total divisé par 2. Et étoile égale prix total fois 2.
les structures conditionnelles. Parfois dans un programme ou d'un code du langage C++ ou bien de n'importe quel langage, on doit vérifier une ou des conditions pour exécuter une ou des instructions. Et les structures conditionnelles vont vérifier et contrôler ces conditions. C'est-à-dire si la condition est vraie, le programme va exécuter l'instruction. Sinon, c'est-à-dire la condition est fausse, le programme va ignorer l'instruction. Et c'est ça le rôle des structures conditionnelles au niveau du langage C++ ou bien du n'importe quel langage de programmation. On passe maintenant à la syntaxe. On a la première syntaxe. Remarque, pour toutes ces syntaxes, chacune d'elles, on peut l'utiliser selon l'énoncé et le programme. D'accord. Donc, pour la première, on a if la condition est vraie, le programme va exécuter l'instruction. Et pas plus. La deuxième, c'est pareil avec la première, mais on a une petite différence. If la condition est vraie, le programme va exécuter l'instruction else. Cette else signifie que si la condition précédente n'est pas vraie, c'est-à-dire fausse, le programme va ignorer l'instruction 1 et elle va exécuter l'instruction 2. La troisième méthode, c'est pareil avec la deuxième, mais on a une petite différence. On a le else dans ce cas, signifie que si toutes ces conditions précédentes, le if et le else if et le else if et le else if sont fausses, le programme va ignorer toutes ces instructions et il va exécuter l'instruction qui est dans le else. Passons maintenant à un exemple. Exemple d'un programme qui traite si un nombre est positif ou négatif. Quand vous voyez if le A est inférieur à 0, le programme va afficher que ce nombre est négatif. Else, c'est-à-dire si le A n'est pas négatif, le programme va afficher que le nombre est positif. Et voilà. On passe maintenant à une autre structure conditionnelle. C'est switch case. Switch case, c'est pareil avec la troisième syntaxe des structures conditionnelles précédentes. C'est-à-dire, à la place de faire if, else, if, else, if, else, if, else, on peut utiliser facilement switch case. C'est plus pratique que if, else, if. Maintenant, à les structures répétitives, ce sont des structures qui permettent de répéter l'exécution du même code du langage C++ ou bien du n'importe quel langage plus qu'une fois. On passe maintenant à la boucle while, bien la structure répétitive while. En programmation, la boucle while est une structure de contrôle permettant d'exécuter un ensemble d'instructions de façon répétée sur la base d'une condition booléenne. La boucle while peut être considérée comme une répétition de l'instruction if. On passe maintenant à la boucle for. La boucle for est une structure de contrôle de programmation qui permet de répéter l'exécution d'une séquence d'instructions. Dans cette forme de boucle, une variable prend des valeurs successives sur un intervalle qu'on a appelé dans ce cas compteur. Et cette forme est souvent utilisée pour exploiter les données d'une collection indexée. On passe à la boucle do while. Cette forme permet de construire une structure répétitive dans laquelle la condition de rebouclage est vérifiée à la fin. On est donc certain d'exécuter au moins une fois le bloc d'instruction à répéter. On a une comparaison entre while et do while. While est comme do while. La différence, c'est que do while, même si la condition est fausse, le programme va exécuter une seule fois au moins l'instruction. Mais au niveau de while, si la condition n'est pas vraie, le programme il va exécuter une fois les instructions. On passe à un exemple de la boucle for et la boucle while. Voilà, donc un même programme avec for et while. Sixièmement, on va voir quelques exercices pour bien pratiquer le langage C++. On va commencer par l'exercice 1, écrire un programme qui calcule la somme des deux nombres entiers saisis au clavier. Avant de commencer l'exécution de notre programme, on va tout d'abord définir les bibliothèques qui sont
toujours présente dans tous les programmes en C++. On a include IOStream, qui est une bibliothèque qui permet d'utiliser les flux d'entrée et sortie standard dans le programme. Ce fichier d'entête contient des définitions d'objets tels que cin pour les flux d'entrée et cout pour les flux de sortie, et d'autres bien sûr. Comme vous voyez, le i signifie le int, c'est-à-dire les flux d'entrée, et le o signifie le out, c'est-à-dire les flux de sortie. On a aussi une instruction essentielle qui est using namespace STT. Cette dernière signifie que dans la portée où elle est présente, rendez toutes les choses sous l'espace de nom STT disponible sans avoir à préfixer STT avant chacune d'elles. L'arrêt de variable A et B entière, une variable somme qui va prendre la valeur, la somme de A plus B. On va afficher à l'utilisateur un message pour saisir le nombre. Voilà. Le mot-clé endline permet de faire un retour à la ligne. Ça, c'est en gros. On va faire un cercle pour lire la valeur de A et la valeur de B. Et on va affecter à la variable somme A plus B. Et on va afficher la somme. Voilà, on va l'exécuter. Donc voilà, le programme, ça marche bien. On va saisir la somme et 6. Donc le programme, ça marche bien. Passons au deuxième exercice. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux valeurs qui permet d'échanger le contenu de ces deux variables et puis affiche ces deux variables après l'échange. On va déclarer trois variables, x de type int, y de type int et z de type int. On va utiliser cout pour afficher le message qui est entrée de nombre. Puis on va utiliser cin pour récupérer les valeurs de x et de y. Et pour pouvoir permuter la valeur de x avec celle de y, on utilise z. On met z égale x égale y égale z. Et puis on met cout pour afficher un message qui va nous permettre d'afficher par la suite la valeur de x et celle de y après la permutation. Prenons l'exemple de deux nombres, 5 et 4. X égale 5 et Y égale 4. Le programme va nous afficher que la valeur de X est 4 et que celle de Y est 5. Donc pour l'exercice 3, écrire un programme qui demande deux entiers et qui affiche à l'utilisateur un menu d'opérations arithmétiques, somme, soustraction, multiplication, division. Et l'utilisateur va choisir une opération et le programme va faire l'opération et afficher le résultat d'opération. On va d'abord déclarer deux valeurs A et B.
et afficher à l'utilisateur un message pour saisir ces deux valeurs. Endline pour faire un retour à la ligne. On va lire les deux valeurs A et B. On va afficher le menu des opérations arithmétiques. Somme. Soustraction, multiplication, et finalement, on a la division. Endline. Donc, on va ajouter une autre variable, choix, qui va prendre le choix d'utilisateur. Le choix d'utilisateur. On va faire une structure conditionnelle, switch, parce qu'on a 4 cas. C'est mieux de faire switch que if, else, if, else, if, else. C'est mieux et c'est plus pratique. Donc, switch, choix, case 1, c'est out, c'est out, la somme, et A plus B. Endline pour faire un retour à la ligne. Case 2. J'ai oublié le break. On va faire le break pour ignorer les autres cas. Si le premier cas par exemple est vrai. Donc le cas 2, le deuxième cas plutôt, on a c'est out, la soustraction. Parce qu'on a 2 soustractions. Et A moins B. Faire le break aussi. Le cas 3, c'est out la multiplication. Et A fois B. Endline. On va faire le break. Et le dernier cas, case 4, on va faire une structure conditionnelle if. Parce que dans la division, on va traiter le B si le B est différent de 0 et si le B égale à 0. Parce que si le B égale à 0, la division par 0 est impossible. Donc on va traiter, on va contrôler la vérification de cette condition. Donc, if B différent de 0, on va afficher la division. Else, on va faire un break. On va afficher un message que la division par 0 est impossible. Voilà. Un endline. Voilà. Donc on va faire
un break à la fin de le quatrième cas. Je pense que je vais effacer le break qui est dans le if. Voilà. Donc voilà, c'est correct. Et on va faire une autre chose, default, c'est-à-dire si les quatrièmes cas sont fausses, on va afficher un message pour l'utilisateur afin d'entrer ou bien de donner un choix parmi les choix affichés au menu. Voilà. On va faire un break aussi. Le break dans l'instruction switch est très important parce qu'on a plusieurs cas. On va pas traiter tous les cas des fois. Des fois, on peut traiter tous les cas, mais des fois non. Donc, on va exécuter. Donc, comme vous voyez, je pense que ça marche bien. Donc, on va donner Passons au quatrième exercice. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et le programme affiche le factoriel du nombre. Pour calculer le factoriel d'un nombre, on va déclarer n de type int, fact de type int, i de type int. On va utiliser cout pour afficher le message donner un nombre, cin pour récupérer la valeur de n. On va initialiser fact par 1. On va utiliser une boucle for i égale 1, i inférieur ou égal n, i plus plus. À l'intérieur de cette boucle, on va faire fact égale fact fois i. Et puis, en sortant de cette boucle, on va utiliser cout pour afficher le message qui est le factoriel de n et fact. On a écrit un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et puis le programme affiche les diviseurs de ce nombre. et un index i. On va afficher à l'utilisateur un message pour saisir un nombre, bien une valeur d'un nombre. Endline pour faire un retour à la ligne. On va lire la variable n. Et on va faire une boucle. On va faire une boucle. For i égale à 0. De i égale à 1 plutôt. Jusqu'à i inférieur ou égal à n. Et pour chaque itération, on a vérifié, on va vérifier plutôt le reste des divisions de n par l'index i. Si le reste d'opération ou bien le modulo d'opération n et i égale à 0, donc le i est un diviseur de n. Else, c'est-à-dire le modulo de n et i, différent de 0, i n'est pas diviseur de n. On va répéter ça, chaque itération et chaque valeur de i. Donc voilà.
diviseur, 2 n'est pas diviseur, 3 n'est pas diviseur, 4 n'est pas diviseur, 5 est un diviseur. Donc le programme, ça marche bien. Voilà. On va tester pour la deuxième fois. Le nombre est 6, 1 est un diviseur de 6 vrai, 2 est un diviseur, 3 est un diviseur vrai, et le 6 est un diviseur de 6. Passons au 6e exercice. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une série d'éléments dans un tableau et puis calcule et affiche le min et le max et la moyenne de ces éléments. On va déclarer n de type int. On va déclarer t de type int qui est un tableau de taille 1000. On va déclarer max de type int. On va déclarer min de type int. On va déclarer somme de type int. La moyenne de type int et i de type int. On va utiliser cout pour afficher un message qui est donné la taille du tableau. On va utiliser cin pour récupérer la taille. On va utiliser une boucle for i égale 0, i inférieur à n, i plus plus. À l'intérieur de cette boucle, on va mettre cout pour afficher un message qui est donner l'élément i plus 1. On va utiliser cin pour récupérer t de i. Et puis on va sortir de la boucle for. Pour afficher le minimum, on l'initialise tout d'abord par t de 0. On utilise une boucle for. For i égale 1. I inférieur à n, i plus plus. Et à l'intérieur de la boucle for, on va mettre if t de i inférieur au min. Alors, min, on va l'affecter la valeur de t de i. On va sortir de la boucle for et maintenant, pour afficher le maximum, on va initialiser max par t de 0. On va utiliser une boucle for i égale 0, i inférieur à n, i égale 1, i inférieur à n, i plus plus. À l'intérieur de la boucle for, on va utiliser if t de i supérieur au max. Alors max, on lui affecte la valeur de t de i. Puis on va sortir de la boucle for et maintenant on va calculer la moyenne. On va initialiser i par 0 et on va utiliser une boucle while. While i inférieur à n.
Avant d'utiliser la boucle while, on va initialiser la somme par 0 et à l'intérieur de la boucle, somme, on va lui affecter somme plus t de i. Et i va s'incrémenter, i++, pour l'incrémentation. Et on va sortir de la boucle while, on va utiliser cout pour afficher un message qui est le maximum est max. On va utiliser cout pour afficher un autre message qui est le minimum est min. Et puis on va utiliser cout pour afficher un autre message qui est mais avant d'afficher ce message, on doit tout d'abord affecter à la moyenne la somme divisée par n. Et puis, dans ce message, on va afficher la moyenne, qui est moyenne. Et passons maintenant à l'exécution de notre programme. On va donner au tableau la taille 4, on va donner au premier élément 12, deuxième élément 1, troisième élément 55 et quatrième élément 0. Et le programme nous affiche le maximum, le minimum et la moyenne. Si on donne au tableau la taille 2, le premier élément 12, le deuxième élément 15, alors le maximum est 15, le minimum est 12 et la moyenne est 13. Exercice 7. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une série d'éléments dans un tableau et puis trier les éléments de ce tableau selon l'ordre croissant et décroissant. Donc on doit d'abord déclarer une variable n et un tableau. La déclaration d'un tableau en C++ est comme la déclaration de tableau en C. On va déclarer un tableau de 10 000 cases. On va déclarer un index i. On va afficher un message pour que l'utilisateur saisisse la taille qu'on va remplir de ce tableau. Endline. On va lire la valeur n, c'est-à-dire la taille du tableau. On va faire une boucle for pour remplir le tableau. Égal à 0 de i inférieur à n, i++. On a un message de donner l'élément i+1. On va lire plutôt le t de i, c'est-à-dire la valeur qu'on va mettre au niveau de notre case. On va faire une autre boucle qui va trier les éléments de ce tableau selon un ordre décroissant plutôt. On va faire la même boucle. For i égale à 0, i inférieur à n, i++. Et on va faire une autre boucle. On va déclarer d'abord un autre index j. For j égale à 0 égale plutôt i+1 jusqu'à j inférieur à n. J inférieur à n.
en virgule, G inférieur à N, J++. Et on va faire une condition. If T de I plutôt supérieur à T de J. Dans cette condition, on va comparer chaque élément du tableau avec tous les éléments du tableau aussi. Par exemple, l'élément de la case 1, on va comparer avec les autres éléments suivants. L'élément de case 2, on va comparer avec les autres éléments suivants. Et voilà. Donc, if T de I inférieur à T de J, on va créer une autre variable C et on va faire une permutation. T de I reçoit T de J et T de J reçoit C. Voilà. Voilà. On va faire le tri croissant du tableau aussi. On va faire la même boucle. C'est juste on va plutôt changer la condition. On va changer juste inférieur avec supérieur. Parce qu'on a un tri croissant. Voilà. Et on va afficher le tableau après le tri décroissant. On va afficher un message. Le tableau après le tri décroissant. Et endline. On va faire une boucle. On va afficher les éléments du tableau après le tri décroissant. C'est out T de I. On va faire la même chose après le tri croissant. Afficher le même message et la même boucle avec la même boucle. C'est juste, on va changer décroissant par croissant. Voilà, on va exécuter. Voilà. Donc le programme, je pense que ça marche bien. Donner la taille du tableau. On va donner l'élément. On va donner un autre élément. Donc voilà. Il va afficher le tableau après le tri décroissant et croissant. Mais on va faire une autre chose. C'est que le endline. Parce qu'on a une erreur. C'est que tous les éléments vont placer sur la même ligne. On doit faire aussi endline. Et aussi endline. Pour faire un retour à la ligne après chaque affichage d'un élément. Et voilà. Passons au 8e exercice. Écrire un programme avec une fonction qui calcule la somme suivante s égale 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Alors pour calculer la somme, on va utiliser une fonction nommée somme de type void et qui est comme paramètre n de type int. À l'intérieur de cette fonction, on va déclarer s de type int, i de type int. On va initialiser s par 0. On va utiliser une boucle for i égale 1, i inférieur ou égal n, i++. À l'intérieur de cette boucle, s va avoir comme valeur s plus i. Et puis après avoir sorti de la boucle for, on va afficher un message en utilisant cout
qui est la somme des éléments de 1 jusqu'à n et s. Et dans la fonction main, on va déclarer n de type int. On va utiliser cout pour afficher un message qui est donné un nombre et cin pour récupérer la valeur de n. Et puis, on va faire appel à la fonction somme. Prenons par exemple le nombre 5 et le programme va nous afficher la somme de 1 jusqu'à 5 qui est 15. Exercice 9. Écrire un programme avec une fonction qui affiche ce modèle et qui prend comme argument le nombre de lignes de modèle. Notez bien que la déclaration d'une fonction en C++ est comme en langage C. Et voilà. Donc, on doit d'abord déclarer la fonction de type void. On va l'appeler étoile et qui prend comme argument un entier n. Cet entier est le nombre de lignes du modèle. Voilà. On va déclarer deux index plutôt, i et j. On va faire une boucle for. Cette boucle, for i égale à 0, i inférieur à n, i++, for j égale à 0, je pense qu'on a une faute. La boucle for, on doit faire for i égale à 1 jusqu'à i inférieur ou égal à n. C'est mieux pour la boucle ci. Donc on va faire for j égale à 1 jusqu'à j inférieur à i. Inférieur ou égal plutôt à i. C'est mieux. Voilà. Donc on va afficher un message qui est notre étoile. On va sortir de la deuxième boucle et faire dans la première boucle un retour à la ligne. Voilà. Donc on va dans le main déclarer une variable int n. Variable, c'est le nombre de lignes. Afficher un message pour l'utilisateur pour saisir le nombre de lignes du modèle. Voilà. End line. Et on va lire le L. Voilà. Et on va afficher le message. Le modèle est on va appeler, on va faire bien sûr un retour à la ligne et on va appeler notre fonction étoile et donner comme argument le L. On va l'exécuter. Le J++. J'ai oublié ça. Donc, on va donner un nombre de lignes 3. Voilà. Le programme, ça marche bien. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions et des remarques, n'hésitez pas de nous envoyer sur ces boîtes email